toutes et à toutes, un Sun Culture un peu particulier ce mercredi à la rencontre d'Esteban Perrois, comédien et directeur de l'école française d'improvisation. Le comédien était sur scène aux côtés notamment de Francis Lalanne vendredi soir dernier pour la lecture publique d'une pièce, Un instant d'éternité. C'est l'adaptation d'un film Man from Earth de l'américain Richard Shackman sur un scénario d'un adepte de Star Trek. L'histoire d'un homme, John Oldman, qui du jour au lendemain décide de tout quitter, son travail, sa ville, ses amis. Au cours d'une soirée d'au revoir, ses amis décident d'en savoir plus sur cette décision, mais à leurs risques et périls. C'est sous l'impulsion d'Aurélien Poitremou, réalisateur de cinéma et metteur en scène, d'un soir que s'est déroulée vendredi cette lecture. Les comédiens s'étaient retrouvés il y a quelques mois de cela pour découvrir le texte et leurs personnages. Second volet vendredi dernier, avec une lecture cette fois-ci en public. Une lecture en public donc qui a été suivie d'un très très long débat avec les spectateurs, histoire d'échanger sur le fond de la pièce, mais également sur la forme de cette représentation assez unique, comme nous l'explique au lendemain de la représentation Esteban Perrois. Esteban Perrois, bonjour. Vous êtes comédien, vous êtes également directeur de l'école française d'improvisation. Alors avant de revenir sur le spectacle La Boîte de Pandore qui s'est déjà joué à guichet fermé en décembre dernier sur la scène du théâtre de Poche de Gralin, qui sera rejoué d'ailleurs la semaine prochaine du 11 au 14 février, on va évoquer une soirée un peu particulière qui a eu lieu hier soir toujours sur cette même scène. C'était la lecture publique d'Un instant d'éternité, donc l'adaptation au théâtre d'un film, Man from Earth, un film de 2007, un film américain. Quelques mots sur cette expérience un peu particulière, justement. Je crois que le but, c'était déjà de se faire plaisir en lisant ensemble cette pièce. Quand je dis ensemble, c'est d'abord avec mes amis qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner. La personne qui a adapté cette pièce qui s'appelle Aurélien Poitremou, mais aussi Ludovic Bertillot, qui est aujourd'hui un des plus gros second rôles du cinéma, avec presque 140 longs métrages, des prix à Cannes, etc. Constance Pizon, Flavie Le Boucher, et puis Francis Lalanne, qui n'excelle jamais autant que dans l'exercice dramatique, même si on ne connaît pas assez ce talent chez lui, qui mérite vraiment d'être découvert. Et puis surtout, un moment très fort passé avec le public, un moment justement d'éternité, une catharsis, je crois, qui a opéré entre le public et nous, par rapport à cette histoire qui est très très forte, qui raconte le destin d'un homme unique, mais j'en dirai pas plus évidemment pour que ceux qui découvrent la pièce un jour ou le film gardent tout le plaisir de cette incroyable histoire. Vous étiez surpris justement des réactions du public. Alors quelqu'un a fait une jolie métaphore en disant que c'était comme une photographie en noir et blanc. On s'attachait énormément au sujet, alors que s'il avait été en couleur avec plus de mise en scène, on n'aurait peut-être pas reçu le texte de cette manière-là. Ça vous a étonné, ces réactions ? En fait, de manière paradoxale, le fait qu'il n'y ait on va dire 50% de mise en scène, qu'on ne soit pas vraiment dans les tenues des personnages, qu'il n'y ait pas d'objets, d'accessoires. J'ai cru que ça allait rendre plus conceptuel le moment partagé, mais en fait c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que la concentration des spectateurs a opéré autour de l'histoire, autour des intentions, des émotions des personnages. Alors c'est vrai que dans notre lecture et même dans le jeu, on a essayé d'être le plus sincère, le plus vrai, le plus drôle ou désespéré selon les moments de la pièce possibles. C'est comme s'attacher à quelque chose de brut. Moi, c'est comme une espèce de jus de pomme qu'on viendrait broyer à la main comme ça en l'accueillant sur un arbre et non pas le jus qui sortirait d'un paquet acheté en hypermarché, quoi. Les spectateurs étaient surpris également de la manière dont vous récitiez déjà si bien le texte pour une deuxième lecture. Alors, est-ce que là, l'improvisation aide ? Pas du tout, c'est juste le travail de l'acteur, mais qu'on connaît moins bien. En fait, le travail de l'acteur est très important, c'est savoir transformer un texte en quelque chose qui vit, qui se déroule, qui comporte des émotions. Et le travail de l'acteur, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on doit faire comprendre, faire vivre à nos personnages des choses plus fortes que dans la réalité, mais sans pour autant les caricaturer. Et ça, c'est un vrai métier d'amplifier les intentions, l'écriture, le moment, les points d'achoppement, etc. Effectivement, oui, c'est le travail des comédiens de manière générale de faire ça. Après, on peut effectivement y mettre plus ou moins du cœur. Je crois qu'on avait tous à cœur cette soirée et ça a rendu la soirée assez forte. Il y avait quelque chose de tangible, de dense même entre les spectateurs, vous y étiez, et nous. Et c'était un moment de pur plaisir. Une autre comparaison que j'utiliserais, qui était très intéressante, qui a été évoquée par Aurélien Poitremou, c'est que le théâtre, effectivement, c'est comme un pont entre deux rives. Et sauf que là, on n'a pas laissé le spectateur sur sa rive, on n'a fait qu'un tiers du chemin et on l'a obligé à venir lui-même sur le pont et finalement à s'investir affectivement, à s'investir dans sa nécessaire compréhension de ce qui se passait pour pouvoir adhérer à l'action, au personnage. Et c'est ce qui est arrivé.
Et je crois que c'est ce qui a créé ce moment d'adrénaline absolument unique. C'est pour ça qu'on en a parlé jusqu'à minuit passé avec les spectateurs, parce qu'il a fallu plus d'1h30 à tout le monde pour retomber de ce moment exalté. Ce qui était rigolo aussi, c'est que les spectateurs ont pris l'histoire pour eux, qui vous donnaient même des conseils de mise en scène pour la suite. En fait, c'était aussi le but de cette soirée, c'est de livrer finalement aux spectateurs une proposition artistique, une envie, une vision, et voir si le public allait adhérer, de quelle manière, et comment son point de vue pouvait nous aider à optimiser ce que serait la suite de cette pièce. Et est-ce qu'il y aura une suite, justement ? Est-ce que pour le moment, vous savez si elle sera adaptée ? Mais écoutez, je peux vous dire que dès ce matin au petit déjeuner, avec l'ensemble de l'équipe, on en parlait. Il y a plein de choses qui sont évoquées. Une chose qui est claire, c'est qu'une telle pièce avec ce sujet, et si on a la faiblesse de croire qu'on pourra l'interpréter avec autant d'envie et d'énergie et d'émotion, je crois, pour avoir une expérience quand même un peu conséquente sur par exemple le Festival Off d'Avignon, que ça peut vraiment fonctionner aussi bien du côté du public que du côté des professionnels. Après, 6 personnages, c'est une pièce lourde. Il faut des salles de 200 ou 300 places, toute une structure de production. Donc c'est possible évidemment et ça se fait. Mais il va falloir y consacrer du temps, de l'énergie et de l'envie et voir de quelle manière les emplois du temps de Francis Lalanne, Ludovic Bertillot, Aurélien, le mien, etc. peuvent s'accorder. Mais je crois qu'on en a tous envie. Si à un moment donné, le producteur arrive en claquant des doigts et dit « Écoutez les gars, je vais m'occuper de tout ça et puis vous, contentez-vous de jouer », on sautera dans le bain avec plaisir. Vous voulez nous produire ? Si j'avais les moyens, je pourrais. En tout cas, moi, personnellement. Est-ce que l'improvisation, le fait d'être un professionnel de l'improvisation, vous a aidé hier soir ? On sentait parfois que vous n'étiez pas maître de cérémonie, mais que quand ça allait pas assez vite, il y avait un regard, il y avait une attention. Alors, je crois que ça, c'est le revers de ma médaille, c'est-à-dire les 21 ans d'impro et de mise en scène d'impro et de prof depuis plus de 15 ans d'impro qui fait que parfois j'ai des regards de soutien, de connivence ou de rappel sur mes petits camarades, ce qui est très mal d'ailleurs, parce que voilà, ils sont aussi bons que moi, voire meilleurs, et donc ils n'ont pas à attendre mon regard pour aller dans un sens ou dans un autre. Mais j'ai essayé de le faire en toute bienveillance, et puis je crois que vous êtes la seule qui l'avait remarqué, donc ça va, tout va bien. Alors après, l'impro, c'est vrai, aide beaucoup. En fait, elle aide dans les intentions, dans les effets comiques. Le texte, j'ai quasiment pas touché à mon texte. Par contre, dans la gestuelle, dans les moments de pause ou des ruptures émotionnelles, ou les effets, ou certains bruitages, ou même certaines blagues qui sont arrivées, les situations comiques sont arrivées alors qu'elles étaient absolument inattendues, sont certainement le fruit de l'impro et l'expérience de la manière dont les comiques de situation se mettent en place. C'est-à-dire qu'avec le temps, avec l'expérience de la scène et avec l'impro surtout, on voit de quelle manière un gag ou une réplique drôle peut fonctionner. Si on le dit d'une manière ou d'une autre, sur un ton aigu ou grave, rapidement ou lentement, et à quel moment, hop, on peut faire la rupture pour tout à coup venir mettre un coup de canif dans ce qui est en train de se passer pour faire un switch ou retourner le spectateur qui s'attendait à tout sauf à ça. Et pourquoi le choix de l'impro dans votre carrière ? Vous aviez peur de vous ennuyer dans des textes trop classiques ? C'est le fait de se renouveler aussi tous les soirs ? Alors, je ne sais pas si j'avais peur de m'ennuyer dans des textes trop classiques. Je ne sais pas si on s'ennuie quand on a le bonheur de jouer des grands auteurs comme... Enfin, moi, j'aime beaucoup Shakespeare. C'est pas très original, on est nombreux à l'aimer. Mais il y a une chose qui est forte avec l'impro, et je crois que c'est ce qui est vraiment la colonne vertébrale de ma passion pour ça, c'est, comme vous dites, le renouvellement. C'est-à-dire que l'impro permet d'avoir le don d'ubiquité. En 20 ans, j'ai vécu des milliers, des dizaines de milliers de vies. J'ai été tous les animaux, tous les personnages, tous les objets, toutes les allégories. J'ai eu 10 fois mon âge où j'ai été un bébé dans le ventre de sa mère. J'ai pu vivre en ayant toutes les nationalités, sur toutes les planètes, et l'incarner et jouer comme un gosse finalement devant des gens qui viennent participer à ça en nous regardant, en étant complices. Et voilà, c'est le don d'ubiquité, de l'improvisation qui est vraiment la source de cette ferveur et de cette passion théâtrale. Après, quand on a un texte génial, quel bonheur de venir le prendre, le malaxer, le travailler, et puis le renvoyer au public en fonction de son état de fatigue, de son envie, de ce qu'on est au moment où on joue la pièce. Donc, ce sont des choses très différentes, mais très passionnantes. Clairement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans improviser, sans avoir des moments
d'improvisation sur scène, mais de manière encore plus générale, je ne pourrais pas vivre du tout sans être sur scène et jouer, quoi. Vous trouvez que c'est un art assez reconnu, parce qu'il y a de plus en plus de scènes d'improvisation à Nantes notamment, elles sont souvent gratuites. C'est un moyen d'y accéder ou est-ce que c'est votre travail qui finalement n'est pas encore considéré comme il devrait ? Alors c'est une très très belle question. La gratuité, ça, évidemment, d'un côté, ça permet de rendre accessible et de vulgariser la proposition artistique, mais d'un autre côté, et je crois qu'on en atteint aujourd'hui les limites, parce que ça se fait de plus en plus, de quelque part dévaloriser. Parce que si on va voir un spectacle d'impro gratuit, pourquoi on paierait finalement pour voir un autre spectacle d'impro ? Sauf que entre un spectacle d'impro amateur et un spectacle d'impro professionnel, il y a autant de différences qu'entre une représentation de fin d'année scolaire et une pièce dans un théâtre, quel qu'il soit. Donc, est-ce que le public, ne connaissant pas ou peu l'impro, peut faire la différence entre cet impro amateur et cet impro professionnel? Oui, il le peut, mais est-ce qu'il va avoir la démarche à un moment donné, quand on lui offre quelque chose de gratuit, d'aller voir quelque chose de payant, alors qu'il pourrait se dire bon, c'est la même chose? Sauf que quand il découvre des spectacles d'impro joués par des gens qu'on font depuis 10, 15, 20, 25 ou 30 ans même, là, il me dit ah oui, en fait, voilà, je ne savais pas ce que c'était que l'impro, et il découvre une autre vision. Ce qui ne veut pas dire que l'impro amateur n'est pas quelque chose de formidable, d'exaltant, d'excitant. Et moi, je trouve ça génial que des gens, au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans d'impro, montent des cabarets, dans des bars, dans des lieux, etc. Voilà, ça, c'est la vulgarisation de l'impro. Après, pour qu'elle puisse acquérir ses lettres de noblesse et soit reconnue aussi par les professionnels, il faut y mettre de l'exigence en termes de niveau de jeu, en termes de mise en scène, qui est en train d'arriver un peu partout, à Paris, à Nantes aussi, je suppose, et ailleurs. Donc. Quelques mots enfin sur la boîte de Pandore, qui se tiendra du 11 au 14 février, qui revient à Nantes, qui avait cartonné en fin d'année dernière, sans en dire trop. En plus, est-ce qu'on peut en dire trop, parce qu'il évolue aussi? Alors, on ne peut pas en dire trop, c'est ça qui est pratique avec la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est un spectacle au cours duquel, à partir d'un rêve, d'un souvenir, d'une envie, d'un fantasme, d'une frayeur des spectateurs, on va recréer leur vie imaginaire et imaginée de manière complètement exaltée. Alors ça va très vite, c'est très drôle, très burlesque. Les spectateurs rient, je crois, beaucoup. Vous avez vu le spectacle, hein. Mais en même temps, il y a des vrais moments de drame, un peu de poésie, de l'absurde, parfois de l'onirisme. Un piano va nous aider à improviser par moments la musique ou même des chansons en temps réel. Et c'est une expérience très exaltante. À la fin du spectacle, nous, les comédiens, on est trempés de sueur, mais quand je dis trempés, c'est des pieds à la tête, il n'y a plus une goutte de nous ou de nos habits qui sont secs, et pourtant les spectateurs nous prennent et nous serrent dans leurs bras à la sortie parce qu'ils ont vécu une expérience très forte. Moi je suis très heureux qu'on ait en décembre commencé avec 10 spectateurs dans la salle et qu'on ait fini avec des salles pleines, et que eh bien là, nous revenons pour 4 dates exceptionnelles à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc on va colorer un petit peu, mais pas trop, hein. On va colorer un petit peu de rose, le rouge et le noir de cette boîte de Pandore. Si toi, auditeur, tu m'entends derrière ta radio ou sur Internet et que tu n'as pas vu la boîte de Pandore, fais-le, parce que c'est comme manger 5 fruits et légumes. Je crois que c'est bon pour la santé, bon pour l'âme, le cœur et le moral. Et je t'attends pour te faire rire, te faire pleurer et te prendre dans mes bras. Mais ça, ce sera juste si t'en as envie. Merci beaucoup, merci. Et il vous attend donc, Esteban Perrois. Pour le retrouver, c'est à partir de ce soir jusqu'à samedi au Théâtre de Poche de Gralin dès 21h dans la pièce d'improvisation La Boîte de Pandore. 93 FM. Allez, la suite de la musique avec Texas sur Sun, Star de Family à 7h57. On se retrouve juste après pour les infos. Bonne matinée.